Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, nous allons continuer notre histoire de Rome. Vous devez vous dire, mon Dieu, il en fait beaucoup, c'est par passion, mais pas que, hein. Quand on est en licence et qu'on se mange 12 semaines de romaine, ça influence un petit peu les idées. Donc, je vais vous parler d'économie aujourd'hui, hein, et d'à peu près comment ça fonctionnait, le système romain, et comment il est entré en crise, littéralement parce que il y a l'expansion a totalement déréglé l'économie et a changé les règles du jeu. Donc, la première économie italienne était un système rural. Ça a été quasiment la norme jusqu'à l'époque de la révolution industrielle, mais là, c'était vraiment ça, hein, c'était vraiment des agriculteurs, hein. La base économique et la base sociale, c'est le paysan propriétaire, hein, qui produit ce qui lui permet de vivre, hein, c'est vivrier, hein, littéralement, hein, ce qui donne une assise économique et fait rentrer dans les centuries. Base économique, l'autonomie avec l'exploitation, pas l'autarcie, hein, c'est différent. Ils sont globalement autonomes, avec une gestion interne et une rare intervention d'autres unités économiques. On produit un peu de tout pour subvenir à nos besoins et un peu plus pour payer les impôts, les taxes, hein, majoritairement en monnaie, utilisée pour Rome dans l'armée. Il y a un lien entre la guerre et la monétarisation, hein. La monnaie paye un bien en équipement, hein. Faut acheter parce que le troc c'est très bien, mais c'est limité dans le temps et la géographie. Tu peux pas faire 40 000 km pour faire un échange pour échanger des cacahuètes, hein. On trouve un peu de tout, il y a des céréales en mode bouillie. C'est une économie méditerranéenne avec des vignes, des olives. La place de la monnaie est réduite, mais elle aura son essor après la Deuxième Guerre punique au IIIe siècle, hein. Ce qui la freine, c'est la possession de métal, hein, parce que les mines d'or et d'argent en Italie sont peu nombreuses, hein. Donc on commerce avec du bronze, on mélange avec du cuivre pour obtenir de l'étain, hein. La question de la technique, hein, sur la monnaie et le temps de cuisson, hein, parce que voilà, selon comment tu fais cuire la ferraille, tu as plus ou moins un type de monnaie. Bon, l'agriculture à tradition vivrière, avec des excédents pour le commerce, c'est un cadre général, hein. Le salaire est mal vu, c'est un signe de dépendance. Donc là, je viens de vous définir un peu le cadre général. Pas beaucoup de monnaie, des agriculteurs autonomes, enfin un petit peu d'échange, mais rien de exceptionnel, hein. C'est pas le monstre économique que Rome va devenir quelques années plus tard. Donc ça, c'est le cadre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, on va passer au moment où ça devient intéressant, c'est le moment où ça tourne mal, comme on dit sur certaines vidéos un peu putaclic, hein. Mais bon, hein, chacun doit faire son propre business. Donc, ça va être altéré par l'expansion. Rien que pour vous montrer un petit peu le truc, quand Rome a fait la guerre antiochique, elle a gagné sur 15 ans 100 millions de deniers, hein. Ça veut dire, à peu près pour vous donner un ordre d'idée, on pourrait payer 125 légions pendant un an. Le nombre normal est de 20 légions, hein. Ça va faire tout évoluer. L'évolution des primes de triomphe multipliées par 2 pour les soldats. On récupère des mines d'argent à Carthagène, 40 000 esclaves. Il va y avoir quand même, au-delà de la dimension simplement d'argent, il va y avoir une circulation des terres, une arrivée de blé, hein. Beaucoup d'esclaves qui vont arriver avec des richesses, des compétences, hein. On va partir sur une économie en mode prédation, hein. Donc, plus il y a de monnaie, plus c'est cher. Il va y avoir une inflation qui va se créer, hein. Et comme la société est inégalitaire, les gens gagnent, mais de manière inégalitaire, hein. L'élite gagne, sa clientèle aussi, parce que quand tu es riche, plus tu es riche, plus tu peux distribuer à tes clients. Donc, voilà, mais si tu n'as pas de clients, que tu n'es pas dans la clientèle d'un winner, tu vas manger des cailloux, hein. Inflation économique en Italie, hein. L'idée, c'est de régler le problème à peu de frais, hein. Mais voilà,
Le centre reçoit des richesses, donc il attire des populations et des pauvres en difficulté qui se disent oui, bon là-bas c'est riche, peut-être que je vais m'en sortir. Donc il va y avoir un problème de ravitaillement, de ressources. Tout ça va poser énormément de problèmes. Et les problèmes de pauvreté posent des problèmes d'ordre public. L'élite doit gérer ça et s'impliquer dans le ravitaillement de Rome. Ce qu'elle va faire, solution tout simple. Attends, on a récupéré du blé là-bas. Eh ben allez hop, on distribue le blé. Comme ça, on est tranquille. Problème, c'est que ça va tirer les prix vers le bas. Prix cassé, ça va être chaud à écouler. Avec les excédents et tout ça. Ce qui va faire chuter le prix. Littéralement faire chuter le prix. Les paysans romains vont être en difficulté, ça va être une crise en ciseaux, les prix vont augmenter, mais pas le prix du blé, donc les ressources vont baisser. Les prix en général vont augmenter, mais vu qu'il y a concurrence d'un blé venu d'étrangers qu'on distribue, lui le blé n'augmente pas. La situation des petits et moyens propriétaires est difficile. Plus le coût de la guerre, parce que c'est bien beau, il faut ajouter à ça qu'il y a une guerre permanente. Rome est dans une période où elle va conquérir la Méditerranée quand ça se produit. Donc quand tu pars à la guerre, tu produis pas, tu travailles pas chez toi. Tu gagnes un petit peu en guerre, mais bon, déjà faut partir, faut profiter du butin. Si tu es dans une classe plus pauvre, au moment de la distribution du butin, tu es le dernier servi, tu récupères les miettes. Les beaux casques, les trucs en or... Voilà, c'est pas toi qui les récupères. Autre problème, l'esclavage en masse coûte pas cher et donc réduit la possibilité pour un journalier d'arrondir ses fins de mois. Bah oui, qu'est-ce qu'on va les s'emmerder à payer un salaire à un gars qu'on peut même pas maltraiter alors qu'on a plein d'esclaves. Et comme il y a une notion économique extrêmement importante, cette notion est plus t'as de demandes, moins t'as de possibilités, plus ça coûte cher, mais plus tu as de possibilités, il y a de la demande, mais la possibilité est tellement grande, tu peux jouer sur les prix. Il y a tellement d'esclaves que ça coûte pas cher. Donc, il y a quoi d'autre? Ça fragilise le milieu rural. C'est des tendances, il y a des revendications politiques et une démagogie. De plus, il ne faut pas oublier que dans les sources, certains problèmes sont accentués. Vous imaginez, voulez vous faire élire sous le thème de la fracture sociale ou de la crise politique. Chose assez étonnante parce que quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 8 décembre 2018 et qu'on ne sait pas comment ça va se finir la crise en France. Mais voilà, tu veux te faire élire sur un programme où ça va pas économiquement. Tu accentues un petit peu, tu forces un peu le trait pour convaincre les gens. Donc tout cela va amener à que l'Italie traditionnelle est en difficulté. Les paramètres généraux de l'économie vivrière marchent moins bien, mais il y a plus de monnaie et de richesse, donc plus de commerce. Le pouvoir d'achat permet d'acheter des choses avec valeur ajoutée. Là, on va parler un petit peu des élites, parce que sur le plan culturel, il va y avoir un mot hyper compliqué à dire, l'hellénisation des pratiques. En effet, les Romains vont tomber amoureux de la civilisation grecque. Ils vont voir les Grecs, ils vont faire « Waouh, c'est des génies !» Ils vont se mettre à les copier. Et il ne faut pas oublier que l'esclave grec a plus de valeur que l'esclave espagnol. Bah oui, l'esclave grec est de culture grecque. L'espagnol, l'ibérique, a moins de valeur. Donc, il faut tout nuancer. Il y a une crise pour les plus pauvres, mais il y a un pouvoir d'achat qui augmente, notamment à Rome. Il y a pas mal de choses qui montrent qu'il y a une évolution des besoins et des envies. Et cette hellénisation se voit par deux exemples. En effet, quand César est assassiné, ses derniers mots sont en grec. C'est symptomatique. Tu meurs. Tu souffres là. Tu vas mourir dans pas longtemps. Là, ils t'ont transpercé. T'es un shish kebab. Qu'est-ce que tu fais? Tu claques des mots en grec. Ce qui prouve que t'es totalement imprégné. Autrement, on a un auteur qui se plaint que sa femme, dans les moments intimes, au moment de l'orgasme, bugle en grec. Donc, voilà tous ces signes qui montrent l'hellénisation. Donc, en dernière partie, je vous parlais un petit peu de l'évolution de l'agriculture. Avant, on produisait de la céréale en excédent, mais là, c'est plus rentable. On abandonne pour quelque chose qui rapporte plus. Il y a une idée de transformation, une volonté de manger plus riche, comme de la viande. Ça rapporte, mais c'est cher. La consommation de viande avant est faible, parce qu'il y a un rapport calories-coût déséquilibré. Les animaux présents sont les bovins. C'est le tracteur, ni plus ni moins de l'époque.
Et le problème, c'est qu'il y a une ration d'1 pour 10. Pour une ration de viande bovine, il faut 10 rations végétales. Ça y va. La volaille, c'est pour les œufs. Le mouton pour le textile. Hein, voilà. Et le problème, c'est que ça arrache tout quand ça mange. Hein. Ça arrache les racines, ça fait des dégâts. Le cochon est une véritable poubelle. Hein. Quand on le mange, on organise des cochonailles. Hein. On mange les parties qu'on ne peut pas conserver, on les mange immédiatement. Hein. La deuxième poubelle est la volaille. Hein. Le poulet fournit la majorité des protéines. Hein. Alors, la consommation de viande animale est limitée car il y a une compétition pour l'alimentation avec des moments rares, les fêtes religieuses. Hein. L'animal est sacrifié, il y a une partie pour Dieu, enfin les dieux, et une partie pour l'homme. Hein. Le cheval est un véhicule, mais il est rare. Hein. Donc, plus tu es riche, plus tu manges de la viande. Ça permet aussi de te distinguer socialement. Hein. Donc, il faut produire plus de viande, donc passer à l'élevage. Hein. On va aussi produire des vins, de l'huile. C'est le problème de la reconversion. Il faut de l'argent, déjà pour financer cette reconversion. Et puis, le temps que ça se fasse, hein, tu décides, tu produis des céréales, un matin, tu travailles, tu fais, je vais faire de l'huile d'olive. Très bien, ça va pas se faire en 3 jours. Ça va mettre des années. Et puis, il faut de l'espace. Parce que si tu as 2 terres, ou qu'une seule terre, tu rases tout, tu mets des olives. Tu vis comment pendant que ça se met en place? Bah, tu vis pas. Donc, c'est gardé aux plus riches. Hein. Il faut supporter l'effort. Hein. Donc, il y a certains qui peuvent se convertir et augmenter leur train de vie, et d'autres qui s'endettent et qui sont obligés de vendre des morceaux de terre pour encore plus s'endetter. Voilà. Il y a aussi un autre moyen d'étendre un peu ces domaines pour les plus riches, la guerre publicus. En gros, c'est des terres qui appartiennent à l'État, qu'on loue, hein, qui appartiennent toujours à la République romaine. On paye un loyer, appelé le victigal. Hein. Donc, il va y avoir un processus d'extension pour les plus riches, hein, qui vont récupérer les terres des petits propriétaires. Il va y avoir un effet boule de neige avec un développement des latifundia. Hein. Les plus grands propriétaires vont avoir besoin de main-d'œuvre. Ça tombe bien, il va y avoir un boom de l'esclavage, comme je vous ai expliqué. Transformation économique avec 2 évolutions. Les petits et les moyens propriétaires, ça va être plutôt négatif. Les grands propriétaires, un peu plus positif. Il n'y a pas de causalité, il y a 2 évolutions, mais le même phénomène avec des conséquences différentes. 2 tendances économiques différentes, hein, car le petit et moyen propriétaire ne peut pas investir, alors que le riche, oui. En Italie, Rome est devenu un monstre, car avant la Deuxième Guerre punique, Rome rayonnait à l'échelle italienne, et maintenant c'est à l'échelle méditerranéenne. Ça va polariser énormément de choses. En conclusion, on a vu que l'économie romaine a évolué. On est passé d'une agriculture vivrière qui, avec les expansions, a été mise à mal, et d'autres structures économiques sont nées, avec du commerce, avec des riches qui se sont enrichis, des pauvres qui se sont appauvris, et toute une crise agraire qui va être un des éléments qui va amener à la mort de la République, car les conflits sociaux vont mettre à mal le régime politique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça fera plaisir. Ciao!